Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro de Check-up. Selon l'Organisation mondiale de la santé, autour de 240 millions de personnes dans le monde présentent une hépatite chronique B, dont environ 600 000 meurent chaque année. L'Afrique subsaharienne est reconnue zone de forte endémicité avec une prévalence estimée de 5 à 7%. Malgré une morbidité très élevée, l'hépatite virale demeure une maladie oubliée et la communauté internationale n'a que récemment amorcé la mobilisation contre cette infection. En RDC, plusieurs structures médicales se lèvent pour prévenir et combattre les hépatites virales et ont créé une synergie des luttes et des sensibilisations. Ce check-up sera une fois de plus consacré à la sensibilisation sur les hépatites. Son rôle principal est de filtrer le sang. Il fait le mélange dans les globules rouges et élimine les déchets. La plus volumineuse des glandes annexes du tube digestif, avec sa large palette des taches, est un organe fragile. Le foie est l'un des organes les plus importants du corps humain, situé dans la partie droite de l'abdomen. Élément moteur de la vie humaine, cet organe du corps humain est parfois ou souvent victime d'une hépatite, comprise comme une inflammation aiguë ou chronique. Si dans certains cas, l'inflammation est à l'origine virale, à l'instar du VIH, de la maladie à virus Ebola ou encore de l'herpès qui infecte le foie, l'hépatite peut aussi être causée par un excès de consommation d'alcool, une infection bactérienne ou encore un parasite. L'hépatite virale touche 400 millions de personnes dans le monde, mais 95% des personnes ayant une hépatite ignorent leur infection. L'hépatite grave peut mener à la destruction du foie, et sauf transplantation hépatite à la mort. Des milliers de personnes en sont victimes et plusieurs d'entre elles meurent de cirrhose de foie. Cette maladie virale, puisque causée par des virus, se soigne surtout si elle est dépistée à temps. Actuellement, il existe des traitements qui permettent uniquement de contrôler la multiplication des virus dans le foie. Mais il n'est pas possible d'éradiquer complètement et définitivement le virus. La prévention consiste donc à minimiser la transmission entre les personnes et entre la mère et l'enfant. Le risque de dissémination est donc majeur en l'absence de politiques plus volontaristes. Il s'agit donc d'un enjeu presque aussi important que l'épidémie du VIH. Même si la République démocratique du Congo ne dispose pas de chiffres sur cette maladie, sa population n'est pas épargnée. Des milliers de Congolais sont aussi victimes de cette maladie, ce qui appelle à une implication efficiente pour pallier la maladie. Je reçois encore une fois sur ce plateau de check-up le docteur Pascal Tchamala pour sensibiliser la population sur les hépatites. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci madame. Docteur, ce n'est pas la première fois que l'on puisse vous recevoir sur ce plateau de check-up. Et une fois encore, aujourd'hui, nous allons parler des hépatites. Pourquoi vous tenez à sensibiliser la population sur cette maladie? Merci pour la question. En fait, je tiens à sensibiliser la population. Je sais que je suis conscient que toute la population n'a pas la télévision. Mais si on peut sensibiliser déjà ceux qui ont la télévision, et qui ont l'électricité chez eux, c'est déjà quelque chose. On tient à sensibiliser parce que les hépatites constituent une menace. Une menace pas seulement locale, mais une menace mondiale. Et dans sa livraison des années 2017 et 2018, lors des journées mondiales des hépatites, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme en disant attention, maintenant nous assistons à une régression du sida, nous assistons à une régression de la tuberculose et de la malaria. Cela grâce à l'action mondiale qui a été menée contre ces maladies. Mais nous assistons à une recrudescence des hépatites, surtout les hépatites C. Les hépatites virales. Et donc, il est grand temps que les pays puissent en prendre conscience et mettre en place des mécanismes qui feraient que d'ici 2030, on puisse éradiquer cette menace
de la surface de la Terre. Docteur, on fait un appel à tous les pays pour que l'on puisse éradiquer cette maladie. Mais il y a plusieurs années avant, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que l'Organisation mondiale de la santé puisse vraiment s'attaquer à ça? Mais en fait, on a remarqué dans certains pays, surtout en Asie, qu'il y avait des populations entières qui souffraient des maladies des hépatites. Comme ici, nous souffrons de la malaria. Le problème aussi qu'il y a là, c'est que tous ces pays ont pu fournir des données pour montrer l'importance de la maladie parmi leur population. Et comme ce sont des personnes qui font partie, ou plutôt des pays qui font partie de l'Organisation mondiale de la santé, ils ont tiré la sonnette d'alarme pour que ne fût-ce que l'organisation puisse les soutenir. Et puis, dans cela, on va remarquer qu'ils n'étaient pas les seuls avec ce monde qui est devenu un village planétaire où les gens se déplacent un peu partout dans le monde. Et vu le mode de transmission, on s'est dit qu'il y a certainement une grande répartition de cette maladie à travers les planètes, et c'est ce qui qu'on a remarqué pendant certaines sessions, et quand les pays ont commencé à rapporter des statistiques, on a vu que effectivement l'hépatite, elle est silencieuse, les hépatites sont silencieuses, mais elles sont en train de provoquer, ou plutôt de constituer une grave menace mondiale. Docteur, elles sont silencieuses justement, on dit que c'est un tueur silencieux, la maladie tue petit à petit, et lorsque on se rend compte que on souffre de cela, c'est peut-être déjà tard, mais dites-nous quels sont les symptômes en fait qui peuvent nous pousser à détecter ou à connaître que ce sont les hépatites? Effectivement, bon, hépatite, ça voudrait dire inflammation du foie. Le foie. Et ce n'est pas seulement les virus qui vont être responsables de ça. Alors, pour bien préciser, il s'agit des hépatites virales. Et les hépatites virales, il y a plusieurs types de virus qui sont capables de provoquer une inflammation du foie. Il y a A, B, C, D et E. Et donc, il y a plus ou moins 5 sortes de virus qui ont un trophisme pour le foie et ils vont provoquer des hépatites. Mais on a, comme on dit en lingala, béticété sur les deux types de virus, le virus B et le virus C. Ce sont les virus qui montraient qu'ils provoquaient beaucoup de complications, pas seulement au niveau du foie, mais dans tout l'organisme de la personne qui en est atteinte, et ça menait à plus ou moins long terme à la mort. Alors, il est vrai que actuellement, ça aussi c'est l'intérêt que nous avons à tirer la sonnette d'alarme, c'est qu'avec les recherches, actuellement, on est capable de détecter le virus et on est capable de soigner les virus. Les hépatites virales sont actuellement... Et pour le détecter, voilà justement, vous mettez un accent sur le dépistage. C'est ça. Alors, vous avez posé la question de savoir qui fait l'hépatite et comment est-ce qu'elle se manifeste. L'hépatite peut atteindre tout le monde, des enfants comme des adultes. Alors, comment ça manifeste? C'est comme une grippe. Vous avez des courbatures, vous avez de la température, et dans la forme classique, lorsque vous avez fait une hépatite virale, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toute une période, 1 semaine, 2 semaines, où vous faites des fièvres en plateau. Et c'est que certaines personnes pensent que c'est le paludisme. Effectivement. Ils vont penser que c'est le paludisme parce que c'est le plus connu ici dans notre population, mais parfois, malheureusement, il s'agit d'une autre maladie que le paludisme, et souvent, c'est une maladie virale qui commence. Puis, avec des symptômes comme une grippe. On a des courbatures au niveau de tous les muscles, et qu'est-ce qui va se passer après cette température? Lorsque la température baisse, ça coïncide avec l'apparition de la jaunisse. En médecine, on appelle ictère. L'ictère va apparaître et pendant un certain temps, 1 semaine ou 2, l'ictère va progressivement disparaître et il y a une fatigue qui s'installe déjà presque en même temps
avec l'ictère, eh ben, il va s'installer et c'est la fatigue. Mais, docteur, à ce stade-là, on doit déjà dire que la maladie est devenue, si je peux me répéter, un stade très avancé. Pas encore. Pas encore. Ça, c'est la phase aiguë ou une phase acutisée. Mais ce qui se passe souvent, effectivement, c'est que les gens négligent cette phase-là. Ils ne font pas des examens qu'il faut pour détecter. Et même s'ils font les examens, par exemple pour les virus de l'hépatite C, on peut ne pas trouver dans le sang les traces du virus. Ben, souvent, c'est après 6 mois qu'on va regarder dans le sang et on va trouver les anticorps contre le virus de l'hépatite C. Et maintenant que vous avez décidé de prendre les taureaux par six cornes pour lutter contre cette maladie, apporter justement votre aide dans la lutte contre cette maladie, docteur, quels sont les examens que vous demandez à ceux qui viennent vers vous pour dépister ce cas d'hépatite? Eh ben, il existe des examens actuellement de plus en plus disponibles qui permettent vraiment de bien poser le diagnostic de la maladie. D'abord, dans une campagne de sensibilisation, on fait ce qu'on appelle un screening. Qui sont les gens qui sont porteurs du virus de l'hépatite C ou du virus de l'hépatite B? On va utiliser ce qu'on appelle des tests qu'on appelle des TDR, des tests de dépistage rapide. Ces tests sont très sensibles, mais ne sont pas spécifiques. Sensibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent plutôt ces tests détecter autre chose que le virus de l'hépatite B ou l'hépatite C, parce qu'ils sont très sensibles. C'est pour cela que après avoir fait le screening, toutes les personnes qui sont positives vont passer maintenant à l'examen de dépistage. On va faire des tests spécifiques qui vont déterminer soit des anticorps, soit des antigènes qui sont en fait les virus, et les anticorps qui sont nos propres anticorps qui sont dans notre corps parce que provoqués par la contamination du virus. Et donc ça, c'est la deuxième ligne des tests qui va nous permettre maintenant de déterminer qu'il s'agit de quelqu'un qui est porteur soit des anticorps, soit des antigènes des virus de l'hépatite B ou des virus de l'hépatite C. Alors, pour maintenant aller plus loin, qu'est-ce qu'on fait? Pour ce qui est des virus de l'hépatite C, par exemple, on va maintenant déterminer la charge virale. La charge virale va non seulement déterminer que, effectivement, les anticorps que vous avez vus, ce sont des anticorps du virus de l'hépatite C, et ça va aussi déterminer la quantité du virus dans votre corps. Il y en a dans des millions de virus dans notre corps, et cela va permettre de pouvoir avoir le point de départ, parce qu'après avoir détecté le virus, après avoir déterminé les génotypes, parce qu'effectivement, pour ce qui est du virus de l'hépatite C, il y a 6 sortes de virus de l'hépatite C numérotées de 1 à 6, mais dernièrement, on a découvert au Congo un 7e virus. On ne lui a pas encore donné le numéro 7, mais ça ne va pas tarder. Et donc, il y a 7 sortes de virus de l'hépatite C. Docteur, vous êtes en pleine campagne de sensibilisation, mais dites-nous un peu dans cette sensibilisation, qu'est-ce que vous dites aux gens? Comment se prévenir de cette maladie? La sensibilisation, effectivement, commence par dire aux gens que nous sommes menacés. Nous sommes menacés par un virus qui vit avec eux et qu'ils ne connaissent pas. Je vais vous dire l'histoire d'un papa qui, à l'époque où j'étais stagiaire, a voulu que son enfant qui faisait une malaria et donc qui a compliqué sa malaria par une anémie, et qui a voulu qu'on donne son sang à son enfant pour qu'il soit traité de son anémie. Ce qui fut fait, on a donné le sang du papa à l'enfant et l'enfant a été guéri. Mais, et ça c'est ce que je devine qui est venu après, qu'est-ce qui s'est passé à 40 ans, lorsque cet enfant aura fini son école primaire, son école secondaire, son école universitaire, quand il aura fini ces écoles-là et qu'il sera sur le point de
commencer le travail, à ce moment-là, la maladie va se présenter sous des formes de complications. Et l'enfant va avoir une cirrhose, l'enfant va avoir un cancer. Et lorsqu'on va faire plus ou moins l'historique, l'interrogatoire pour connaître d'où ça vient, on va remarquer que dans le passé, lorsqu'il était enfant, cet enfant avait reçu le sang de son père qui, lui, ne savait pas quel statut viral il avait et il a transmis la maladie à son enfant. Et donc, c'est pour dire que la sensibilisation, c'est pour dire on tire la sonnette d'alarme. Venez vous faire dépister parce que vous ne savez pas quel est votre statut. Ne dites pas que ça concerne les gens qu'on a déjà diagnostiqués. Peut-être que vous-même vous l'êtes. Parce qu'actuellement, lorsqu'on peut dépister, il y a moyen, de prévenir certaines maladies. Par exemple, pour le virus de l'hépatite B, si vous êtes négatif pour le virus de l'hépatite B et que vous êtes dans un environnement à risque, par exemple, votre partenaire est virus hépatite B positif, on peut vous vacciner. On vous vaccine contre le virus de l'hépatite C parce que votre partenaire est lui positif. Donc dans ces cas-là, vous demandez au couple de venir ensemble pour un dépistage. Tout à fait, tout à fait. Il faut absolument que lorsqu'il y a un qui est député positif, il faut absolument que l'autre puisse venir parce que la transmission, on en parlera peut-être, c'est fait aussi par voie sexuelle. Justement, docteur, je veux m'arrêter là pour dire que est-ce que la voie sexuelle est aussi un des moyens pour contracter l'hépatite? Oui. En dehors de la transfusion, bien évidemment. La voie sexuelle est aussi une voie par laquelle on peut attraper le virus de l'hépatite B ou C. Mais C moins, mais plus que B. Et c'est ainsi qu'on va trouver, par exemple, chez les patients séropositifs pour le virus de sida, on va trouver une comorbidité, c'est-à-dire que la même personne a aussi bien le virus de l'hépatite B ou C que le virus de sida. Et donc, il y a une comorbidité qui peut coexister au niveau de... Docteur, vous aviez parlé de la transfusion sanguine, mais on sait aussi que les personnels soignants sont les premiers à être en contact avec les patients. Est-ce qu'ils sont suffisamment informés sur cette pathologie? En principe, lorsque nous étudions, on nous apprend qu'il faut faire attention avec le virus. Et donc, c'est pour cela qu'on nous apprend les mesures universelles d'hygiène. Mais bon, vous savez, une fois sortis de l'école, les gens oublient souvent. Parce qu'effectivement, ce que vous venez de dire est vrai. Regardez ce qui se passe avec Ebola. La plupart des victimes sont des personnels soignants. Parce que c'est eux qui vont aller vers les malades. Et parfois, malheureusement, ils vont sans précaution. C'est-à-dire que les moindres mesures d'hygiène, c'est-à-dire quand vous touchez le sang, il ne faut pas les toucher les mains vides, les mains nues, etc. Ils ne prennent pas des gants parce qu'ils n'ont pas ou parce qu'ils ont oublié. Bref, le personnel soignant, dans certains pays bien organisés, ils sont vaccinés systématiquement contre le virus de l'hépatite B parce que c'est un virus dans lesquels ils vont se plonger et d'une façon ou d'une autre, ils peuvent attraper cette maladie-là. Et maintenant, avec le virus de l'hépatite C, nous n'avons pas encore de vaccin, mais actuellement, nous avons des médicaments qui peuvent guérir entre 98 et 100% des cas. Et à quand la disponibilité de vaccins chez nous, docteur? Bon, chez nous, il y a déjà les vaccins. Le vaccin est obligatoire dans le calendrier vaccinal de l'enfant. Oui. Donc, lorsque l'enfant naît, il est vacciné d'une façon systématique. Est-ce que c'est le même qu'on donne aux adultes aussi? C'est un vaccin contre le même virus, c'est le virus de l'hépatite B. Et donc, on va donner ces vaccins-là aux adultes. Seulement, on doit faire en sorte que le personnel soignant soit vacciné ne fût-ce que contre le virus de l'hépatite B, parce que le virus de l'hépatite C n'a pas encore de vaccin. Docteur, on va rester dans le cadre de cette campagne de sensibilisation que vous menez actuellement. Est-ce qu'on peut connaître la stratégie que vous adoptez pour justement sensibiliser davantage? Tout à l'heure, vous aviez dit que ce n'est pas tout le monde qui a peut-être une télévision à la maison pour suivre cette émission, mais quelles sont les autres stratégies que vous mettez en place? Les autres stratégies que je mets en place, c'est d'aller
vers des associations, vers des communautés. Par exemple, j'ai déjà été dans une église, je ne vais pas citer ce nom parce que bon, c'est pas nécessaire. Dans une église à Massina là-bas, il y avait au moins 1 millier de personnes et on a pu les sensibiliser, leur dire que le virus de l'hépatite C constitue une menace et que prochainement on viendrait pour pouvoir faire des tests, des screenings. On a un peu arrêté cette campagne pour le moment parce qu'on est en train de constituer les ressources qu'il faut pour pouvoir continuer. Il ne faut pas dire aux gens que vous avez le virus et puis vous ne savez rien faire pour eux. Et donc, nous devons, une fois qu'on a fait le test, une fois qu'on a fait le screening, on doit pouvoir faire le test de confirmation, on doit pouvoir proposer soit des vaccins, soit des médicaments aux uns aux autres. Mais justement, parlons de ces ressources. Est-ce la clinique Astrid, est-ce le docteur Chamala, est-ce le gouvernement qui vous a pris dans cette sensibilisation, dans cette campagne, voulais-je dire? Oui, il faut savoir qu'on ne peut pas, actuellement, on ne peut pas travailler seul. Ce serait vraiment fou de vouloir travailler seul. Nous avons écrit à des gens, à des amis, à des associations pour qu'ils viennent se joindre à nous et qu'ensemble, nous puissions mener cette campagne. Le gouvernement, effectivement, devrait s'impliquer, mais le gouvernement a besoin d'être convaincu de ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, on va être la société civile qui va pouvoir faire en sorte qu'elle puisse démontrer, parce que là aussi, madame, c'est une plaie que nous n'avons pas de statistiques. On dit seulement que voilà, nous avons le sida, nous avons Ebola, nous avons les virus de l'hépatite B et les virus de l'hépatite C, mais nous n'avons pas des statistiques pour dire, bon voilà, il y a autant et tel est l'impact sur la société. Et donc, avant que les gens puissent accepter, à adhérer, à reconnaître qu'il y a le virus de l'hépatite B et C, on doit faire un travail vraiment d'avant-garde pour essayer de tester déjà les choses, les sérums qui sont disponibles dans les laboratoires pour voir, et dans les centres de transfusion sanguine, pour voir quelle est la proportion du virus qu'il y a dans la population quinoise, par exemple. Donc, docteur, vous étiez dernièrement toujours en train de sensibiliser, vous étiez en face des femmes, votre auditoire était composé des femmes de l'association Maman Africa. On va justement suivre cet élément et on revient juste après. L'hépatite constitue l'un des silencieux dangers sanitaires les plus redoutables. 95% de la population mondiale vit inconsciemment avec cette infection de foie, selon l'Organisation mondiale de la santé, ce à défaut de l'information ou de la prise de conscience. Malgré cet état de choses, le docteur Pascal Chamala a saisi les taureaux par ses cornes pour sensibiliser les mères, promptes à faciliter la circulation rapide de l'information au sein des familles. Nous sommes menacés par des maladies virales, on vient de voir Ebola. Il est important que déjà maintenant, nous en soyons sensibilisés pour que nous puissions nous intégrer dans la stratégie mondiale qui est d'éradiquer les virus de l'hépatite B et C d'ici 2030. Il nous faut une sensibilisation de la population, un engagement du gouvernement et aussi une accessibilité à des services de diagnostic et au traitement. On doit s'organiser pour qu'on puisse avoir une couverture universelle. Après un jeu de questions-réponses fructueux, l'assistance conviée à cette conférence a témoigné sa grande satisfaction au terme de cette réunion. On a beaucoup appris parce que c'est une maladie, j'en ai entendu parler, mais c'est une maladie qui reste encore assez inconnue du grand public. Alors c'est ainsi que dès que nous avons eu l'opportunité d'organiser cette conférence, je me suis dit que ça pourrait profiter à plusieurs autres personnes. Et donc là, j'apprends que c'est une maladie qui peut dormir en nous pendant des années et se réveiller comme ça un beau jour. Plus on sera informé, mieux on saura, parce qu'il y a des personnes qui meurent
à cause de l'hépatite B ou C et on pense souvent que c'est à cause du VIH-Sida. En tout cas, on a appris beaucoup et il faut absolument l'information et je pense que maintenant, l'association Femmes Africaines va essayer de divulguer ça. Cette conférence est inscrite dans le cadre de la sensibilisation à une riposte efficace contre cette maladie aussi ravageuse que le VIH-Sida. Docteur Chamala, dites-nous, quels sont les moyens pour intensifier la lutte contre les hépatites? Les moyens d'intensifier la lutte contre les hépatites, c'est de disposer des données statistiques qui vont nous aider à évaluer l'impact du virus dans notre société et puis maintenant de se retourner vers les statistiques ou plutôt les stratégies qui sont déjà mises en place dans d'autres pays et qui ont été repris par l'OMS et que nous pouvons reprendre aussi à notre compte pour les adapter à notre milieu. Mais est-ce qu'en République démocratique du Congo, le système national de santé prévoit quand même quelque chose contre les hépatites? En fait, nous avons un programme national de lutte contre le sida qui est le programme qui a en charge les maladies virales. Nous allons nous associer à ce programme et progressivement nous allons proposer que soit mis sur pied un programme oui, de lutte contre les hépatites virales. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on doit dire que la maladie est mal connue de la population? Oui, elle n'est pas connue du tout. Elle n'est pas connue du tout parce qu'elle n'a pas beaucoup de manifestations et quand elle a des manifestations, ici, malheureusement, à Kin par exemple, quand quelqu'un fait la fièvre, c'est la malaria. Quand quelqu'un tousse, c'est la tuberculose. Quand quelqu'un a du sang dans les selles, il y a des stéréotypes comme ça qui font que on ne creuse pas suffisamment pour pouvoir poser les diagnostics. C'est vrai que jusque maintenant, on n'avait pas les moyens qu'on a maintenant pour poser les diagnostics. Maintenant, tous les moyens sont disponibles. On peut poser le diagnostic très facilement. On peut poser le diagnostic très facilement. Aujourd'hui que la campagne a été lancée, c'est vrai que vous dites que vous avez un peu interrompu, mais vous avez quand même une liste des gens qui se sont déjà inscrits. Docteur, comment ça va se passer? Est-ce que ceux qui veulent s'inscrire doivent venir ici à la clinique Astrid ou vous allez vers eux? Comment ça se passe? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. On peut inviter les gens à venir ici pour faire les tests. Tous les tests sont possibles d'être faits ici. Oui, c'est pas gratuit. La gratuité, c'est pas une bonne chose. Nous sommes en train de chercher des tests qui sont très efficaces, mais qui coûtent le moins cher possible, le coût d'un coup de téléphone, enfin d'une carte des téléphones. Hein. Ça dépend encore parce que les télécoms proposent les cartes de crédit avec plusieurs prix. Ça va de $1 à 10. C'est ça. Et nous allons essayer d'avoir le moins cher possible. Il y a même des gens, nous cherchons des sponsors, qui peuvent payer pour d'autres. Et donc, parce que nous devons acheter les réactifs, et acheter les réactifs, malheureusement, on ne les donne pas gratuitement. Docteur Chamala, on tend vers la fin de cette émission. Je le rappelle encore à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. C'est une émission de sensibilisation. Donc, on ne pourrait pas clore cette émission sans que vous puissiez lancer un message à tous ceux-là qui sont en train de vous suivre en rapport avec les hépatites. Ouais, je dirais ceci. Que le virus de l'hépatite B, les virus de l'hépatite C ne sont pas très connus. Ça constitue une menace mondiale et on ne peut pas se soustraire de cette menace si on vit sur la surface de la Terre. Et donc, nous sommes concernés. Nous sommes concernés parce que nous avons dit tout à l'heure que, alors que le sida est en train de baisser, on est en train d'assister à une montée des virus de l'hépatite B et hépatite C dans notre population. Et donc, faites en sorte que vous puissiez adhérer à cette campagne de sensibilisation pour connaître votre carte, si je peux dire, virale. Nous sommes dans un pays où nous assistons à l'émergence de certaines maladies. On voit Ebola qui vient nous embêter. Il a déjà attaqué 10 fois. Il y a le choléra à gauche, à droite. Maintenant, si nous ne faisons rien
pour ce qui est du virus de l'hépatite B et C, on sera demain en face d'une autre menace qui est la menace des hépatites. Donc, nous sommes en train de mettre sur pied un programme de sensibilisation et de dépistage. Et aussi, après les dépistages, il ne suffit pas de dépister les gens. Il est possible actuellement de pouvoir traiter les gens avec des médicaments qui hier étaient chers, mais qui de plus en plus sont en train d'être accessibles à la population. Donc la République démocratique du Congo peut prendre correctement en charge ceux qui souffrent des hépatites. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Pascal Tiamala, pour votre disponibilité. Nous également, nous participons à cette campagne de sensibilisation et voilà pourquoi nous sommes venus jusqu'ici dans votre cabinet à la clinique Astrid pour parler justement de cette maladie. Merci de nous recevoir. Merci, madame, d'être venue vous joindre à nous pour cette campagne. Merci beaucoup. La suite de cette émission, mesdames et messieurs, c'est dans votre rubrique 1001 questions santé. Comment choisir ses fruits et légumes pour en tirer à 100% profit? 5 avocats bien rangés sur une table de marchand, c'est tentant. Oui, mais vous ne pouvez juger de leur maturité et de leur vrai goût sur place. Le mieux, c'est d'acheter vos fruits et légumes lorsqu'ils sont présentés en vrac, c'est là en vue de faire un meilleur choix. Faut-il acheter les fruits mûrs ou pas? Selon que vous faites vos courses une ou plusieurs fois par semaine, vous n'allez pas acheter de la même façon. Pour éviter de vous retrouver avec des trucs qu'on voit des pourritures que vous devrez jeter, vous pouvez juste calculer ce qu'il vous faut pour le 2 ou 3 jours à venir en achetant de fruits mûrs. Stockage et conservation de fruits et légumes. Contrairement à une certaine idée reçue, la plupart de fruits continuent à mûrir lorsqu'ils sont exposés à température ambiante. En les stockant au réfrigérateur, vous arrêtez cette évolution et ils perdent ainsi leur saveur. Pour les fruits tels que la papaye et les citrons, il est conseillé de les garder hors réfrigérateur après la cueillette. Et pour les légumes, il faut éviter de les garder au frais plus de 3 jours. Couleur ou odeur. La belle couleur d'un fruit n'est pas forcément signe de qualité. C'est plutôt selon la variété. En revanche, un bon fruit doit dégager une bonne odeur. Si vous n'arrivez à rien sentir, c'est qu'il n'est pas mûr ou de bonne qualité. Pour ce faire, vous devez avoir l'habitude de renifler avant d'acheter vos produits. Boîte de conserve et produits naturels. Enfin, pour terminer, il faut retenir que l'idéal pour mieux bénéficier des vertus de fruits, il faut avoir l'habitude de les consommer naturels et frais. Ne recourir aux boîtes de conserve que si nécessaire. Et voilà, mesdames et messieurs, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.